Bonjour, aujourd'hui je reçois Gilles Fournil. Bonjour Gilles. Bonjour Dani. Alors Gilles, vous êtes thérapeute transpersonnel, vous êtes énergéticien, somatologue, mais vous êtes surtout à l'initiative de l'olfactothérapie. Alors, olfactothérapie, on sent la perception olfactive derrière, dans l'appellation, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est l'olfactothérapie? Dans le cadre de l'ensemble des méthodes d'accompagnement individuel, l'olfactothérapie est classée dans les thérapies que l'on qualifie de brèves. C'est-à-dire que on commence à avoir des résultats rapides en quelques séances et une thérapie complète dure au moins 2 ans. À la différence de l'analyse qui dure plusieurs années ou d'une psychothérapie qui peut être aussi durer plus d'1 an. Donc c'est thérapie brève euh, psychocorporelle parce qu'on utilise le sens de l'odorat et le sens aussi du toucher dans certains protocoles. Mais ces deux sens, ce sont les sens les plus archaïques, odorat et toucher, les cinq sens. Et ce sont ceux avec lesquels on peut aller plus en profondeur dans l'introspection, puisque le mental intervient moins avec le toucher et quasiment pas avec l'odorat. Donc, Voilà pour la classification. Il y a aussi on peut aussi la qualifier de énergétique puisqu'on utilise l'odeur, ce n'est pas simplement des molécules olfactives, ces molécules sont aussi chargées d'informations de fréquences, d'informations vibratoires. Et aussi, on utilise, il y a, dans les protocoles, on utilise les flacons d'huile fermés qui vont donner des informations, des fréquences à différents endroits du corps. Donc, c'est à la fois olfactif, vibratoire, donc c'est pour ça que on dit que c'est psycho-énergétique et que ça agit à plusieurs niveaux, quoi. au niveau de l'utilisation, parce que là on vous parlait d'huile essentielle, je suppose. Au niveau de l'utilisation, est-ce qu'il est important d'informer le patient, la personne accompagnée, du nom de l'essence utilisée ou est-ce que c'est juste l'essence qui est importante? Et finalement, pas faire fonctionner le mental à la recherche du pourquoi, du comment. Alors, moi, je préconise de donner le moins d'informations possible pendant la séance au consultant pour le laisser dans son ressenti, dans son vécu corporel, émotionnel, intuitif et d'ouverture aussi à plus grand. Euh, Parce que si on commence à dire, voilà, je vous fais sentir telle odeur, et dire, ah ben oui, telle odeur, peut-être, ah, je connais pas, ou ah, je connais. Et ça y est, le mental est parti. Alors que non, on fait sentir les odeurs, mais on rassure le mental en disant, je vous le dirai après. Et là, le mental est rassuré, alors il se calme et il laisse la place ouverte aux autres canaux que sont le ressenti et les émotions, qui est le but quand même des séances en olfacto. Est-ce que l'olfactothérapie peut être utilisée sur les animaux, du point avec les animaux, sur les végétaux également, comme on voit avec les fleurs de bac, par exemple, où elles ont une interaction, un prisme très large. Est-ce qu'il peut y avoir aussi une interaction? Alors, je ne parle pas d'application, bien sûr, mais peut-être aussi pour apaiser les stress, je pense aux animaux de compagnie, par exemple. Est-ce que c'est possible? Oui, il y a eu des personnes qui se sont formées, des vétérinaires, des ostéopathes canins et des ostéopathes équités pour les chevaux qui ont utilisé avec réussite et surprise les touches à sentir de l'olfacto pour faire passer un message à l'animal euh, de façon justement très très directe et ça marche bien. Effectivement, ça marche bien. Bon, il faut faire attention que l'odorat des animaux est plus développé que le nôtre, donc on imprègne les touches à sentir de façon beaucoup plus fine, avec moins de quantité sur les touches euh, et de façon à pas trop heurter l'odorat des animaux. J'ai constaté personnellement que
il y avait euh, des chiens qui adoraient Octessence. Octessence, c'est une synergie. Bon, là, elle est dans le flacon en 15 que j'ai créé. C'est un peu comme le Rescue Remedy des fleurs de bac. C'est un peu la synergie olfactive clé à molette qui s'adapte à toutes les situations. Et j'ai des scènes étonnantes de chiens qui, par exemple, si on met Octessin sur le canapé, ils montent sur le canapé, ils se roulent dedans parce que cette odeur les met en joie. Je sais pas qu'est-ce que ça réveille chez eux, mais effectivement, les animaux réagissent très fort aux odeurs. Et, euh, et bon, après, tout l'art est de savoir quelle odeur choisir, dans quelle situation les animaux. Voilà. Et c'est plus compliqué qu'avec les humains, puisqu'il n'y a pas d'échange verbal en retour. On a un échange comportemental. Les gens qui sont déjà spécialisés dans les comportements animaux peuvent utiliser l'olfacto, et ça c'est fait, comme je vous l'ai dit, avec des chiens et avec des chevaux. Mais moi, dans la formation, je ne développe pas de cursus ou de partie spécifique à l'utilisation de l'olfacto avec les animaux, parce que je n'ai pas de compétences là-dedans. On sait aujourd'hui que la présence d'une odeur, la perception d'une odeur est individuelle d'une personne à une autre. Euh, Au niveau de l'olfactothérapie, comment fait le praticien, comment vous faites, dans la mesure où c'est vous qui avez quand même créé la thérapie, comment est-ce que vous avez obtenu ces perceptions, ces interprétations olfactives par rapport au système émotionnel? Alors, je me suis basé sur deux courants de pensée ésotériques que sont l'ésotérisme chrétien en occidental, côté occidental, qui est bien incarné par un évêque québécois qui s'appelle Monseigneur Raphaël Payer, qui a fait venir en Corse plusieurs fois, qui m'a réconcilié avec la vision occidentale de l'énergétique humaine. Donc, je croyais que l'Occident et dans le mouvement chrétien, c'était absent. En fait, c'était pas absent, c'était juste caché. Alors qu'en Orient, avec l'Ayurveda et d'autres courants, c'est plus ouvert. Et c'est pour ça que quand on parle, d'ailleurs, on parle plus souvent de chakra que de plexus énergétique. Parce que en Orient, c'est quelque chose de très diffusé et la notion de l'anatomie subtile de l'humain, elle est beaucoup plus diffusée venant de l'Orient que venant de l'Occident. Donc, ces deux courants de pensée, ces deux visions subtiles de l'anatomie humaine vont correspondre des odeurs avec des plexus. Les plexus sont les centres énergétiques les plus importants de toute notre sphère subtile. Et j'ai constaté qu'il y avait des odeurs communes, malgré les deux cultures très différentes. Et donc, euh, ça a été la base de ma recherche expérimentale avec l'olfacto, c'est que je dis, ben, puisqu'il y a des odeurs communes aux deux courants de pensée principaux qu'il y a dans l'humanité, euh, eh bien, peut-être ce serait intéressant de tester quelles sont les réactions des gens avec ces odeurs pour voir si effectivement ça marche ou ça marche pas. Euh, voilà. Et la subjectivité ensuite, bon, ça c'est une grille de lecture qui est, qu'on peut dire universelle, qui marche à peu près 3 fois sur 4. Quand on dit par exemple que l'odeur de la rose correspond au cœur et donc au plexus cardiaque, bon, c'est quelque chose qui est relativement communément admis. Euh, et donc, j'ai expérimenté que en faisant sentir la rose à des consultants, quand il y a une charge émotionnelle sur la rose, je vais revenir sur la notion de charge émotionnelle, parce que c'est un mot nouveau que j'amène, que beaucoup de gens ignorent ce que ça signifie. Quand il y a une charge émotionnelle sur cette odeur de rose, eh bien, c'est que ça pointe du doigt que la personne est en souffrance par rapport à ce qui se passe autour de sa sphère cardiaque, ce qu'on appelle l'archétype de l'amour. Alors voilà, j'ai amené deux notions importantes pour la factothérapie.
la charge émotionnelle et l'archétype. La charge émotionnelle, c'est quelque chose de très concret, c'est-à-dire que quand on sent une odeur, si le corps réagit, s'il y a une réaction corporelle, même subtile, qui est agréable, c'est-à-dire ça fait du bien au corps, ou désagréable, c'est-à-dire ça dérange le corps à un endroit. À ce moment-là, dans le langage olfacto, on dit qu'il y a une charge émotionnelle, c'est-à-dire la personne, elle a un passif avec cette odeur. Et donc ça pointe du doigt qu'il y a un cadeau là derrière, qu'il y a quelque chose à déballer. L'odeur peut être sans charge émotionnelle. On peut dire j'apprécie cette odeur ou je l'apprécie pas, mais il y a une différence entre ça fait du bien et j'apprécie. Il y a une différence entre je n'apprécie pas et ça me dérange. Voilà, vous voyez, la charge émotionnelle, le corps intervient. Et le corps, lui, il n'est pas mental. Si mon corps réagit, si j'ai la gorge qui se serre quand je sens une odeur, c'est pas ma tête qui dit à la gorge serre-toi. C'est le corps qui réagit et puis la tête, elle dit ah telle, ma gorge se serre. Ou alors si j'ai du mal à respirer avec telle odeur, ou si j'ai une crampe dans l'estomac avec telle odeur, voilà. Ça c'est une charge émotionnelle, c'est très concret. Et c'est ce qui, lors de la séance olfacto, nous donne les panneaux indicateurs avec quelle odeur on va travailler avec le consultant. C'est évidemment les odeurs qui ont une charge émotionnelle, pas celle avec laquelle la personne est en paix, apparemment, en équanimité, disent les bouddhistes. On va chercher là où la personne n'est pas en paix, là où il y a un conflit. Un conflit, quand ça dérange, ou une attraction, quand ça fait du bien. Parce que ça peut paraître paradoxal, mais quand on aime une odeur qui nous fait du bien, c'est que ça cache aussi une souffrance. C'est comme une béquille qui vient calmer une carence, un pansement sur une blessure. Donc là aussi, il y a un cadeau à déballer derrière pour le consultant. Donc une odeur aimée qui fait du bien, une odeur non aimée qui dérange le corps, il y a une charge émotionnelle. Donc c'est avec ça qu'on va travailler principalement dans les séances olfactives. Et le deuxième terme que j'ai amené, c'est le terme d'archétype. C'est Jung qui a inventé ce mot, et selon ses propres termes, j'ouvre les guillemets, c'est un ensemble de symboles importants pour la croissance de la conscience humaine. Fermez les guillemets. Et je rouvre les guillemets et il rajoute, ils ont une puissance énergétique très importante. Fermez les guillemets. Et il rajoute, je rouvre les guillemets. Ah, là, je me souviens plus de la troisième phrase. Mais la troisième phrase, c'est que c'est dans le développement de la conscience, la confrontation à l'archétype est incontournable pour Jung. C'est-à-dire que aller à la rencontre de nos différents ensembles de symboles importants, pour lui, c'était un chemin incontournable dans la croissance de la conscience humaine. Donc, quand on fait sentir une odeur, moi, je qualifie de archétypale. Si je fais sentir la rose à quelqu'un, elle pointe du doigt l'archétype de l'amour, avec tout l'ensemble de symboles qu'il y a autour. C'est-à-dire que la personne va sentir la rose, et si ça la dérange, eh bien, c'est qu'elle n'est pas en paix avec l'archétype de l'amour. Et donc, il y a des souffrances qui se cachent derrière toutes les questions liées à l'amour. Derrière toutes les questions liées à l'amour, c'est comment j'aime, comment j'aimerais être aimé, comment je me sens aimé, comment j'ai été aimé quand j'étais enfant. Ça conditionne beaucoup de choses. Comment je m'aime moi-même, euh, etc., etc. Et dans chaque archétype, il y a un pôle yin et un pôle yang. Et grosso modo, quand il y a une charge émotionnelle, c'est parce qu'on est attaché à un pôle, et souvent c'est parce qu'on fuit l'autre pôle. Ou alors on refoule les deux pôles. Il y a aussi des personnes qui sont en conflit complet avec l'archétype. Et il n'y a aucun refuge dans l'archétype de l'amour. Il y a une grosse souffrance au niveau du cœur, des grosses blessures, des gros passifs, et que ce soit de cette vie-ci ou de vie passée, si on est réincarnationniste, ou si on ne l'est pas, d'une descente psychogénéalogique qui nous a influencé inconsciemment de nos ascendants, eh bien, là, il va y avoir une charge émotionnelle. Et l'archétype en question, eh bien, il va falloir l'explorer. Il va falloir, avec le consultant, laisser le verbe
et l'émotion monter avec cette odeur pour voir comment on peut naviguer dans cet archétype de l'amour sans induire, en induisant le moins possible. C'est pas le thérapeute qui va dire comment vous vous sentez aimé. C'est l'odeur qui questionne le consultant de façon inconsciente. Le consultant, il sait pas que cette odeur parle de l'amour. Lui, il va dire, ah, mais ça m'évoque ceci, ah, mais ça me rappelle cela, ah, mais ça fait ça dans le corps, ah, mais je sens cette émotion, ah, mais ceci, ah, mais cela. Et c'est juste la personne qui tient la touche à sentir qui, elle sait, connaît dans le territoire de l'archétype amoureux. Voilà. Ça, c'est la grille de lecture de l'olfacto qui est issue de cette combinaison de l'ésotérisme chrétien et de l'Ayurveda que j'ai expérimenté, que j'ai constaté, ça marchait 3 fois sur 4. Mais on n'est pas prisonnier de cette grille de lecture. C'est-à-dire que si on fait sentir la rose à un consultant et qui parle de sexualité ou de spiritualité, on ne va pas lui dire ah mais non, il faut revenir au niveau des notions d'amour. On ne va pas censurer ou ignorer. Ce qui compte, c'est ce qui monte sur la table de soins. Voilà. On est complètement attentif à la spécificité de chaque consultant par rapport à chaque odeur et on découvre des choses magnifiques qui ne sont pas liées à la grille de lecture. Et ça marche quand même en se dégageant de cette grille de lecture. Voilà. Et, pardon. Et qu'est-ce qu'il se passe si le consultant, le patient, si le patient ne sent pas, ne perçoit pas d'odeur en fait, si ça ne lui parle pas du tout, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, dans votre question, il y a 2 aspects. Ne sent pas du tout ou ça n'évoque rien. Il peut la sentir et que ça n'évoque rien. Il peut la sentir qu'il n'y a pas de charge émotionnelle. À ce moment-là, au moment où il sent l'odeur, ça signifie qu'il n'y a pas de cadeau important pour lui à explorer l'archétype qui est relié à cette odeur. Je dis bien au moment où il la sent. Parce que autant, dans 3 mois, il va y avoir une charge émotionnelle. D'accord? Parce qu'il y a une écologie du changement dans chaque être humain et on ne peut pas la brusquer, cette écologie. On peut l'accompagner, mais moi j'aime bien le proverbe qui dit on peut amener l'âne à la rivière, mais on ne peut pas le forcer à boire. Eh bien, ou alors ça ne sert à rien de tirer sur une fleur pour la faire pousser plus vite. C'est la même chose en thérapie. Ça demande de l'humilité de la part des praticiennes et des praticiens, mais on tient la main aux gens et on ne peut pas les faire avancer plus vite que leur propre écologie du changement. Donc, ça peut vouloir dire ça, mais il y a aussi des anosmies, c'est-à-dire des absences de perception olfactive, qui sont comme une censure. C'est-à-dire que la personne, elle ne sent pas l'odeur parce que la souffrance qui est cachée derrière, il n'est pas souhaitable de la lever maintenant. Et on observe qu'il y a des anosmies sélectives. C'est-à-dire que la personne, l'odorat fonctionne, elle sent toutes les odeurs sauf une. Donc, c'est bien la preuve que c'est un refoulement, une protection par rapport à cette odeur qui est salvatrice parce que ça montre que c'est pas l'heure pour elle d'aller explorer cela. À ce moment-là, on la laisse tranquille. Ou alors, on la laisse tranquille avec cette odeur, mais on va chercher d'autres odeurs qui peuvent relier au même archétype de façon détournée. Voilà, on va tourner autour. Dans la démarche de la psycho-émotionnelle par rapport aux odeurs, est-ce qu'il existe des familles olfactives, comme en parfumerie par exemple? Est-ce que, il va y avoir des familles florales, des familles de résineux, des familles, on va dire, en note de tête, en note de cœur, en note de terre, qui vont peut-être interagir et être dans la sélection du praticien plus orienté ou pas? Non, on ne se sert pas de cela. Dans les coffrets des olfactos, il y a des résineux, il y a des fleurs, il y a toutes sortes d'huiles et il y a même comme le jasmin qui n'est pas une huile essentielle. Je cherche le mot maintenant. Avant, c'était l'enfleurage. C'est Bon, l'absolu, c'est les l'absolu. absolus, merci, voilà, c'est le mot que j'ai cherché. Les absolus, donc, et tout ça, on balaye tout ça. Il y a des notes de tête, des notes de cœur. On utilise juste cette classification cœur, tête, corps avec les huiles pour imprégner la touche à sentir de façon intelligente. Parce que si on
si on met beaucoup d'une note de tête sur une touche à sentir, ça fait une sorte de envahissement de la sphère olfactive de façon assez pointue, presque agressive, qui fait que la muqueuse olfactive va être un peu en retrait ensuite. Et si on fait derrière sentir une note de fond qui est plus douce, elle va paraître presque insignifiante à côté et le vécu de la personne va être changé. Donc, on se sert juste de cette classification pour imprégner de façon intelligente les touches à sentir et pour lisser un peu euh, l'approche olfactive de chaque huile. Vous êtes également énergéticien. Dans la démarche de l'olfactothérapie, est-ce que ça interagit aussi sur les plans énergétiques et à quel niveau? Alors, euh, il y a deux niveaux d'action des huiles euh, sur l'humain. Un flacon, un flacon d'huile essentielle. Voilà, là, je vous montre le coffret large où on a 76 odeurs. Euh, Si je prends un flacon d'huile comme ça, même si je le laisse fermer, euh, dans l'univers, depuis l'avènement de physique quantique, on sait que euh, tout est fréquence, tout est vibratoire, tout est information. Il y a beaucoup de vide, mais ce n'est pas un vide vide, c'est un vide qui est informé. Notre corps, c'est la même chose. Si on réduit la matière connue aujourd'hui, la plus petite partie de matière connue d'un corps physique d'un humain, ça tient dans une tête d'épingle. Donc ça veut dire que mon corps, c'est à 99% du vide. Mais c'est pas du vide complètement vide, parce que sinon, le peu de matière qu'il y a, ça serait désordonné. Et ça serait pas, tout ça ne fonctionnerait pas de façon harmonieuse et intelligente. Euh, Alors que c'est le cas. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Quand je me coupe un ongle, après, c'est pas un cheveu qui pousse. J'ai pas besoin de me dire, ah ben là, j'ai coupé l'ongle, maintenant, il faut que je me concentre pour que l'ongle continue, que ce soit un ongle qui continue à pousser. Quand je mange, il y a des milliers de combinaisons chimiques qui se passent dans mon système digestif mais je n'ai pas besoin d'y penser. Donc ça veut dire que tout ce vide, il est informé. Comme dans tout l'univers, il y a des informations partout, des fréquences partout. Donc un flacon d'huile essentielle, c'est un champ d'information. Il a une aura, et ce champ d'information, il est relativement stable par rapport au champ d'information lui-même. Pourquoi? Parce que l'huile essentielle, elle n'a pas notre conscience perturbée euh, euh, par une histoire traumatique, si c'est une essentielle de qualité, qui a poussé dans un biotope qui n'a pas été bien sûr aspergé de pesticides ou d'engrais chimiques, hein, ou qui n'a pas été pollué par des environnements, qui a été cueilli avec respect, qui a été distillé avec respect, comme le font la plupart des distillateurs, eh bien, cette huile, c'est un champ vibratoire qui est tranquille, qui est en paix. Euh, le, la sauge, elle ne cherche pas à ressembler au romarin. Euh, Elle est dans son identité de sauge, et elle vibre la sauge, point. Alors que l'humain, lui, non, on cherche toujours à être quelqu'un d'autre, on cherche toujours à être plus ou à être moins, à être différent. On n'est pas en paix avec nous-mêmes, on n'est pas en paix avec le monde, on n'est pas en paix avec nous-mêmes. Donc notre fréquence, euh, elle est, par essence, elle est stable et pacifique, mais par notre histoire et par nos mémoires, elle est perturbée. Donc, on se sert de la relative perfection du monde végétal, qui lui vibre à des fréquences stables, pour informer notre vie intérieure avec ces fréquences-là, et laisser la place dans nos vides euh, euh, cellulaires pour intégrer ce message de tranquillité et de paix du monde végétal. Si je ne suis pas en paix avec, je reprends toujours l'archétype de l'amour, avec l'archétype de l'amour, eh bien, je prends un flacon d'huile essentielle de rose et la fréquence de la rose, si je le mets là sur mon plexus cardiaque, bon là c'est pas la rose alors je ne vais pas le laisser, eh bien, si je mets un flacon de rose sur mon plexus cardiaque, ça va être comme un diapason. Le diapason, c'est une fréquence de référence, ding, comme un accord
un piano ou une guitare, ça, tout le temps en train de se désaccorder. Pourquoi? Parce qu'il y a l'humidité, parce qu'il y a la sécheresse, parce il y a les tensions qui bougent, etc. Et donc après, régulièrement, il faut réaccorder ces instruments et on se sert de diapason, de fréquences stables, pour faire une comparatif et se rapprocher de cette stabilité du diapason. Eh bien, c'est la même chose. L'huile essentielle, euh, elle va donner au plexus l'information d'une fréquence pacifiée. Ça veut dire, voilà, regarde, je me rapproche de toi, je rentre dans ton champ de fréquence et je te dis, tu peux fonctionner comme ça. Tu peux être en paix. Tu peux être tranquille avec l'archétype de l'amour. Et donc, petit à petit, le plexus, il digère cette information et il va se rapprocher de la fréquence de la rose. Et pendant un temps, il va vibrer à cette fréquence pacifique. Et si la personne est prête à changer, à se transformer, à ce moment-là, même quand on va enlever le flacon, elle va rester sur cette fréquence. Si la personne n'est pas prête à changer, eh bien, on va enlever le flacon et peu de temps après, elle va revenir dans la compulsion névrotique de sa souffrance antérieure. Voilà. Ça sera un petit pas euh, dans son cheminement, mais euh, il faudra encore revenir là-dessus euh, de façon directe ou détournée pour pacifier la relation à cet archétype, parce que là, ça n'a pas fonctionné. Donc, il y a cette façon, flacon fermé, sans odeur, d'informer le corps humain, le champ vibratoire du corps humain. Ça, c'est la première façon qu'on utilise dès le protocole de base, qu'on voit au premier degré du cursus en olfacto. On met un flacon correspondant au chakra pour aider la personne, un peu comme quand on prend un enfant à faire du vélo, on le lance comme ça, on lui donne une impulsion, et c'est sûr que pendant un moment, il n'a pas besoin de pédaler. Avec l'élan, il va tenir. Mais si l'enfant de lui-même, il ne se met pas à pédaler, eh bien, l'élan va descendre et puis il va falloir qu'il pose un pied par terre, sinon il va se casser la figure. L'action énergétique, ce n'est que ça, ce ne sont que des impulsions que l'on donne aux consultants et tout, l'homéopathie, le fleur de bac, tout ça, la chromothérapie, la lithothérapie, toutes ces thérapies qui utilisent des fréquences pour informer le corps humain, donnent une information et disent voilà, tu es capable de fonctionner de façon plus équilibrée, plus équanime, plus tranquille, plus en paix. Mais quand on enlève le cristal, quand on enlève la couleur, quand on enlève la fleur de bac, quand on enlève le flacon d'huile essentielle, après, c'est là où on rejoint l'écologie de changement que je parlais de tout à l'heure. Une action énergétique, si la personne n'est pas prête à changer, c'est un petit plus pendant un moment qui va lui donner un aperçu de comment elle pourrait fonctionner. Ça lui donne l'espoir et l'envie de continuer et de se transformer. Mais si elle retourne dans la compulsion névrotique de sa souffrance, eh bien, cette action énergétique ne sera pas quelque chose de vraiment aboutissant pour pacifier la relation à l'archétype en question. Ça, c'est la première action énergétique. La deuxième action énergétique, c'est quand on utilise la touche à sentir, qu'on met euh, l'huile essentielle sur la touche à sentir et que on la met sous le nez de la personne. Là, il y a deux actions simultanées. Il y a une action olfactive, évidemment, qui va favoriser l'émergence des émotions, des souvenirs, des sensations. Ça, c'est OK. Et puis, parallèlement, il y a une action énergétique qui se passe de façon plus subtile avec deux canaux très importants dans tout l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est l'ensemble de toute notre anatomie subtile. Ces deux canaux, ils s'appellent Ida et Pingala. C'est les deux serpents que l'on représente le long du caducée. Hein, les pharmaciens et les médecins, ils n'ont rien inventé. Hein. Ça existe depuis très longtemps, cette notion-là. Et ces deux serpents qui représentent l'énergie qui monte le long de la colonne vertébrale, c'est Ida et Pingala. Ils ont la caractéristique d'avoir
leur terminaison supérieure dans les narines. Ida et Pingala arrivent dans les narines. Et donc, quand on sent une odeur, on envoie la fréquence de l'odeur. Je vous ai dit tout à l'heure que l'huile essentielle, c'est vivant, c'est quelque chose qui nous informe, flacon fermé, mais ça nous informe aussi par l'odeur. C'est-à-dire que l'odeur, c'est aussi une fréquence. Ce n'est pas que des molécules olfactives que l'on détecte avec la muqueuse, c'est aussi des fréquences que l'on détecte avec Ida et Pingala. Et Ida et Pingala va amener la fréquence de cette odeur dans tout l'arbre de vie, dans tous les plexus énergétiques. Et forcément, il y a un des 7 plexus qui va être plus proche que les 6 autres. Et c'est lui qui va résonner à cette odeur. Et là, il y a une action vibratoire qui est importante. Tout ça, ça me permet de rebondir aussi sur l'importance des chakras. Et Oui. est-ce que sur la base de l'olfactothérapie ou des séquences vibratoires d'une huile essentielle, est-ce qu'il y a des huiles, des essences qui sont spécifiques à certains chakras? Et si oui, est-ce que vous pourriez donner voilà, un petit panel ou un petit ordre d'idées pour comprendre? Alors, oui, comme j'expliquais au début, c'est une conjonction entre l'ésotérisme chrétien et l'Ayurveda qui m'a fait réaliser qu'il y avait des odeurs communes aux deux courants principaux de la vision énergétique humaine. Euh, mais par exemple, il y a des différences. En Occident, l'odeur préconisée pour le chakra coronal, c'est l'encens. Et c'est pour ça qu'on met de l'encens dans les églises, c'est pour ça qu'on met de l'encens dans les temples, etc. Parce que cette odeur nous permet, qui vibre haut, elle nous permet de nous relier à l'au-delà. Donc, sentir de l'encens dans une église, ça permet aux croyants de se mettre en ouverture avec leur système de croyance, leur Dieu, leur divinité, etc. Or, en Orient, euh, c'est l'odeur du lotus. Et c'est pour ça qu'on représente souvent Bouddha avec des feuilles de lotus sur le crâne, puisque Sahasrara, le nom sanskrit du septième plexus, Sahasrara, ça veut dire le lotus aux 1000 pétales. On représente le septième chakra par un lotus. Et donc, c'est l'odeur de la fleur de lotus qui est préconisée en Orient. Mais comme on a des racines occidentales, j'ai préféré garder l'encens. Pendant un moment, j'avais du lotus, mais et aussi par contrainte du marché des huiles. C'est plus difficile de se procurer du lotus de façon qualitative et continue que de se procurer de l'encens. Donc, je suis resté sur l'encens. Donc, sur les 76 huiles qu'on utilise en olfacto, il y en a 16 qui correspondent aux 7 plexus de l'arbre de vie. Il y a dans les 16, par exemple, si on va partir en bas, le premier chakra, il y a le cèdre euh, et la girofle, l'huile essentielle de clou de girofle. Voilà, c'est les deux odeurs qui nous mettent en relation avec l'archétype 1, qui est lié aux instincts, qui est lié à la survie, qui est lié à la naissance, la façon dont on est arrivé dans ce monde, mais aussi qui est lié à la mort, parce qu'on ne peut pas naître sans mourir. Et 1 est intimement lié à 7. D'ailleurs, c'est les deux seuls plexus qui sont verticaux, un qui est tourné vers le ciel et l'autre qui est tourné vers la terre. Donc, quelque part, ils se font miroir l'un l'autre. Donc, en sens cèdre et girofle, vous avez déjà les trois odeurs qui correspondent au 1 et au 7. Je vous ai parlé de la rose pour le 4. Bon, vous voulez que j'égrène les 16? Pourquoi pas? Bon, après, il y a ylang et santal pour le deuxième. Ce sont deux odeurs orientales. Euh, Ensuite, il y a romarin, bergamote et lavande pour le plexus solaire, le troisième chakra. Ensuite, il y a le géranium et la rose. Alors, le géranium n'est pas une huile essentielle qui est citée dans les traditions euh, parce que ça n'existait pas, tout simplement, avant, l'odeur de l'huile essentielle de géranium. Et puis,
et c'est quelque chose que j'ai rajouté parce que pour accéder à l'archétype de l'amour, rien qu'à travers la rose, pour la plupart de nos contemporains en Occident, c'est très difficile. Euh, passer du, du troisième chakra où ce qu'on croit être de l'amour, c'est en fait du chantage affectif, c'est je t'aime si. Et si tu coches toutes les cases, bon, ok, je continue à t'aimer. Mais si tu coches plus les cases, je t'aime plus et je passe à quelqu'un d'autre. Ça, c'est du chantage affectif. C'est pas de l'amour. L'amour de la rose, c'est je t'aime, même si tu coches pas toutes les cases, même si tu me déranges, même si ce qui compte, c'est ce que tu es et pas ce que tu fais ou ne fais pas. C'est ce qui se vibre entre nous, cette relation d'amour qui est entre nous, et c'est ça qui compte. Et ça, c'est la rose. C'est pas l'amour inconditionnel du jasmin christique. Ok, vous avez planté un clou, mais je vous pardonne, parce que vous savez pas ce que vous faites. Planter le deuxième, c'est ok. Vous voyez, c'est deux amours différents. On n'est pas dans l'amour christique avec la rose. On est dans un amour moins conditionnel. Mais c'est déjà très difficile pour beaucoup de nos contemporains. Et c'est ce dont on va être initié dans ce fameux air du Verseau. On a 1000 ans pour apprendre à aimer. Hein. On rentre dans la dimension cardiaque. Hein, on passe de l'amour du pouvoir du 3 au pouvoir de l'amour du 4. Et c'est pas une initiation qui est simple. Donc, passer du romarin à la rose, c'est compliqué. Je me suis rendu compte, par expérience, quand on fait sentir la rose à des gens qui sont allongés, qui sont préparés à se confronter à l'archétype de l'amour, on se rend compte de toutes les difficultés que l'on a à aimer, de toutes les difficultés qu'on a à s'aimer soi. Donc, c'est très difficile. Alors, le géranium, lui, c'est un peu la fréquence intermédiaire entre le romarin et la rose. J'ai rajouté cette huile parce que ça nous permet de dire, OK, je t'aime même si tu me déranges, mais euh, quand même, ne couche pas avec le voisin, quoi. Parce que là, je ne pourrais plus être seulement branché sur la fréquence d'amour qui est entre nous. Ça me dérangerait trop. Voilà. Et vous voyez, ce genre de truc, euh, c'est le géranium, c'est le tabouret pour accéder à la rose. D'ailleurs, c'est le géranium rosa qu'on utilise, c'est-à-dire une odeur proche de la rose. Après, pour le chakra 5, c'est la sauge et l'eucalyptus radiata. Après, pour le chakra 6, il y a les deux menthes, vertes et poivrées, pour le mental. Et puis le jasmin pour le supramental. On représente le troisième chakra comme le sixième chakra comme un triangle. Le mental, les menthes et le supramental avec le jasmin. Et puis, j'ai déjà dit, pour le septième, c'est l'encens. Voilà. Mais encore une fois, j'insiste bien, cette grille de lecture que j'ai mise en place, que je n'ai pas inventé, à part certains ajustements, comme géranium, comme la bergamote, comme voilà, il y a des ajustements. Euh, on n'en est pas prisonnier à notre faculté. Si ça marche, que le consultant va dans ses évocations, dans les archétypes correspondants, on est content, notre mental est rassuré en tant que thérapeute et on va pouvoir l'accompagner en connaissance de cause. Mais si ça marche pas, c'est pas grave. On va s'adapter et puis le suivre là où il va. Et l'olfactothérapie marche quand même, même si la grille de lecture n'est plus fonctionnelle. Oui, en effet, cette grille, elle est amplifiée. Aujourd'hui, en plus, on a de plus en plus d'outils en essence, ou même en absolu, hein, comme on l'a vu pour le jasmin. Qu'en est-il de la lavande? Parce que la lavande, vous ne l'avez pas vraiment abordé là aujourd'hui, mais c'est vrai que ça reste une essence qui est presque dans tous les foyers ou presque. En moyenne, l'huile essentielle de lavande, c'est l'un des plus communs et des plus accessibles aussi. Sur quel chakra la lavande va travailler? Et quand une personne n'aime pas ou n'apprécie pas l'odeur de la lavande, qu'est-ce que ça pourrait dire? La lavande, c'est une grande histoire. Parce que c'est un faux ami. Quand vous dites elle est très diffusée, mais sentir la lavande comme ça, avec un bouquet de lavande, ou on passe devant un magasin où il y a une odeur de lavande qui est diffusée et tout, et dire ah j'aime la lavande, ou se balader dans un champ de lavande et dire ah j'aime la lavande, ça c'est facile. La plupart des gens, comme ça, c'est OK. Mais il y a un laboratoire allemand qui s'est interrogé là-dessus. Ils se sont dit mais comment ça se fait que la lavande est une odeur qui est communément appréciée? Et en fait, ils ont fait une étude comparative sur différentes odeurs et ils se sont rendus compte que quand on sent consciemment l'odeur, avec plus d'attention, eh ben, elle n'est pas plus
aimer et apprécier que les autres. Donc déjà, on a euh, une idée reçue à tordre le cou avec la lavande. C'est pas une odeur qui plaît plus que d'autres, si on la sent consciemment. Et si on la sent quand on est allongé en olfactothérapie, qu'on est préparé par des manœuvres spécifiques, par des mots spécifiques, et que, en plus, quand on consulte, on vient pour faire un travail d'introspection, quand on met la lavande sur l'île du consultant, eh bien, je peux vous dire que ça déménage. Parce que la lavande, ça correspond, dans la grille de lecture, à maman. C'est le troisième, c'est le yin du troisième chakra. Y a le romarin qui est le père éducateur, et il y a la lavande qui est la mère qui vient éducatrice, qui vient calmer la difficulté d'intégrer la loi du père. Donc, la lavande, eh bien, l'amour de maman, il y a peu de gens qui peuvent dire l'amour de ma mère, il était parfait. Pourquoi? Parce qu'on a choisi des mères, justement, avec un amour qui est conditionnel, avec un amour qui va nous chahuter, avec un amour qui va nous mettre face à nos limites, et qui va générer des souffrances. C'est la loi de l'attraction lors de l'incarnation. Si on venait pour choisir une mère parfaite, il n'y aurait pas besoin de s'incarner, on resterait là-haut dans les sphères de lumière et on baigne dans un amour universel. Et puis voilà, la messe est dite, on n'a rien à apprendre. Alors que quand on choisit une mère, on choisit une mère avec un amour conditionnel. Et la plupart des gens peuvent dire, ah ben non, ma maman, son amour, à pou, quoi. Donc la lavande sous le nez, à pou. Et heureusement, et là derrière, il y a des cadeaux. Il y a des cadeaux initiatiques, il y a des cadeaux, il y a des cadeaux d'ouverture et des cadeaux de prise de conscience qui sont salvateurs. Donc merci l'amour imparfait de la mère. Et merci le dérangement de l'odeur de lavande. Et oui, et quand une odeur nous dérange, ça veut peut-être aussi dire que ça active quelque chose inconscient à l'intérieur. Et qu'en est-il, pour finir un petit peu, qu'en est-il de ce qu'on va définir comme des mauvaises odeurs, des odeurs relativement désagréables pour le commun? Qu'en est-il de ça Alors, par rapport à l'impact? alors les mauvaises odeurs, c'est le pendant des bonnes odeurs. S'il y avait des bonnes odeurs universelles, croyez-moi, l'industrie du parfum l'aurait trouvé et aurait fait des milliards avec ça. La difficulté de faire des parfums, c'est de toucher le plus grand nombre pour en vendre le maximum, mais c'est tellement subjectif, l'odorat, c'est tellement lié à notre histoire, que c'est pas possible de trouver l'odeur universelle qui plaît à tout le monde. Sauf dans le roman de Susskind que je conseille de lire, qui s'appelle Le Parfum, où là, il a trouvé l'odeur universelle, mais ça reste un roman, et je ne déflore pas le sujet, et le mot est juste, pour dire comment il a fait. Et que c'est quelque chose de très imaginatif. Donc, il n'y a pas de bonne odeur universelle. Et il n'y a pas de mauvaise odeur universelle. Si je n'aime pas une odeur, c'est parce que c'est mon histoire qui fait que je ne l'aime pas. Parce que moi, je ne vais pas l'aimer. Et puis vous, Dani, vous allez l'aimer. Dire comment? Je ne comprends pas que tu n'aimes pas le romarin. Moi, le romarin, moi, j'adore. Ou je ne comprends pas que tu n'aimes pas l'encens. Moi, l'encens, ça me plaît. Par contre, il y a une odeur qui, pour l'humain, est universellement non aimée, c'est l'odeur de l'œuf pourri, l'odeur du H2S, l'hydrogène sulfuré. Pourquoi? Parce que là, génétiquement, au fil de l'évolution de l'espèce, ont survécu les êtres humains qui avaient la capacité à détecter le H2S dans des faibles concentrations. Aujourd'hui, l'être humain est capable de détecter du H2S avec des concentrations de l'ordre de 1 milliardième. C'est dire comment notre nez est hyper vigilant à cette molécule. Et si on n'aime pas le H2S, et si on est vigilant avec ça, c'est tout simplement parce que c'est lié à la survie de l'espèce. Parce qu'avant, pour nos lointains ancêtres, il n'y avait pas la chaîne du froid, il n'y avait pas les systèmes de conservation des aliments comme on a aujourd'hui. Et même aujourd'hui, il faut faire attention. Donc, quand il y a un aliment qui commençait à sentir le H2S, c'est qu'il était en décomposition avancée et qu'il était pathogène pour notre système digestif. Donc, il fallait surtout pas le consommer. Ceux qui ont survécu, ce sont ceux qui le détectaient bien. Et au fil des générations, on a appris à détecter le H2S. Et le H2S, et c'est avec ça qu'on fait les boules puantes, hein.
vous voulez vider un cinéma, mais c'est des gags de jeunes galopins de mettre des boules peines dans un cinéma. Mais voilà, ça, c'est une odeur universelle. Mais c'est pas parce que c'est une mauvaise odeur, c'est parce que c'est lié à notre survie et qu'il y a une sélection génétique de l'espèce là-dedans. On reste toujours sur le côté informationnel de l'odeur, c'est-à-dire qu'elle se transmet dans l'inconscient, dans l'éther, dans des champs plus subtils. Elle se transmet peut-être également dans l'ADN, dans nos champs émotionnels d'ADN, Ouais. de génération en génération. En tout cas, merci infiniment, Gilles Fournil, de toutes ces belles explications sur l'olfactothérapie. J'espère qu'on aura l'occasion peut-être d'en reparler dans d'autres vidéos si cela vous intéresse. En tout cas, Avec ce sera plaisir. toujours avec grand plaisir de partager des sujets comme cela qui ouvrent un champ des possibles incroyable sur le mieux-être, mais dans le sens être dans sa verticalité aussi. Hein, Oui, on n'est alors, plus dans le l'être horizontal, mais on est dans l'être vertical par ce exactement. biais-là. On ne l'a pas abordé, on est resté dans le côté superficiel de l'olfactothérapie, qui est le côté psycho-émotionnel, le côté transgénérationnel ou karmique, les souffrances de notre petite enfance, etc., etc. Mais le but de l'olfacto, euh, c'est d'ouvrir les personnes et de les amener à être plus en paix avec elles-mêmes et avec le monde. Et ça, ça rejoint les notions de non-dualité ou d'unité suivant les écoles. Et là, c'est vraiment un champ d'exploration qui est beaucoup plus vaste et subtil. En tout cas, encore une fois, merci. Je mettrai tous les descriptifs en barre d'infos sous la vidéo. Donc, les liens vers votre site, votre chaîne YouTube, mais également les liens vers les formations, mais également les consultations, les accompagnements que vous pouvez proposer aujourd'hui. Tout ça, c'est dans le site. Donc, Tout ça, c'est dans le site. Donc, de toute façon, les liens et les descriptifs seront sous la vidéo. merci pour votre intérêt pour l'olfacto. C'est toujours avec plaisir que j'en parle, malgré que ça fait bientôt 30 ans que je roule ma bosse en olfactoland. Et j'ai toujours autant de joie de partager ça. Vous l'avez senti, Dani. Et donc, c'est ce qui fait que ça sera vivant et intéressant pour vos auditeurs. C'est un réel bonheur de partager cette vidéo avec vous, puisque moi-même étant dans l'olfactothérapie, je reste, voilà. Pour moi, vous êtes significatif de cette démarche et c'est aussi très égoïste de ma part, quelque part, c'est Mais de pouvoir, de il pouvoir mettre faut. en place des interactions comme ça. J'ai eu la chance également de réaliser une interview avec Annick Le Guerrer, euh, Oui. qui, voilà, pour ma part, vous restez des personnalités Mm, identifiables de ce genre de profession et d'activité. Et merci à vous de toutes les recherches que vous avez effectuées déjà au cours de toutes ces années pour permettre d'apporter régulièrement de nouvelles informations dans les démarches psycho-émotionnelles, mais également dans des démarches beaucoup plus énergétiques, beaucoup plus spirituelles et spirituelles non connotées religieuses. Ça, j'y tiens voilà. aussi. Et oui, oui. Et on est vraiment là. Encore une fois, merci infiniment, Gilles Fournil. Je vous dis au revoir à tous. Au revoir, Gilles, et à très vite. Au revoir. Au revoir. À bientôt.